Xi Jinping assoit encore un peu plus sa domination sur la Chine à l'issue du 20e congrès du Parti communiste avec un troisième mandat de 5 ans en perspective, mais aussi un pouvoir quasi absolu. Les modérés ont été poussés vers la sortie. À l'inverse, les proches de Xi Jinping ont été promus. Alors à quoi faut-il s'attendre sur le plan intérieur et à l'échelle internationale? On en parle avec Marie Holzmann. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes présidente de Solidarité Chine, sinologue, spécialiste de ce pays, mais aussi de la dissidence chinoise. Emmanuel Véron, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes géographe spécialiste de la Chine. Marie Holzmann, commençons par l'image marquante de ce congrès. L'ex-président Hu Jintao, escorté vers la sortie. Il a paru protester avant d'être escorté. Est-ce que vous en savez plus concernant son sort et sur ce qui s'est passé au juste? Nous n'avons pas de détails précis, mais ce que nous soupçonnons, c'est que Xi Jinping n'a pas voulu que Hu Jintao jette un œil sur la liste définitive des membres du comité central. Et Hu Jintao manifeste sa surprise et on le met dehors. Et je pense que on a craint qu'il s'oppose, qu'il dise mais c'est pas possible, parce qu'en fait on dit qu'il appartient à la clique, c'est pas vraiment un mot, mais de la Ligue de la jeunesse. Et tous ces anciens alliés ont été évincés du pouvoir sans qu'il ait été prévenu. Alors certaines sources évoquent, mais soyons prudents, plusieurs arrestations dans son entourage. Mais vous qui connaissez quand même Xi Jinping, on va parler de son pouvoir quasi absolu. Est-ce que sa vie est en danger à l'ancien président chinois ou non? Parce que c'est un classique du régime. Ça, je ne pense pas. Non, il n'y a pas de raison, parce qu'il est trop âgé pour mobiliser la jeunesse autour de lui. En Corée du Nord, ses jours seraient menacés. Oui, c'est pas la même chose. On n'est pas encore en Corée du Nord. Hein. On appelle Xi Jinping le nouvel empereur, mais malgré tout, ce n'est pas encore la Corée du Nord. C'est pour ça que je vous pose la question. Tiens, à ce propos, justement, c'est une image qui a tellement choqué que l'artiste dissident en exil Ai Weiwei a réagi, non pas au Portugal où il habite, mais à Tokyo où il se trouve en ce moment. Ce que nous voyons dans ces quelques secondes, c'est juste le reflet d'un président qui a été forcé de partir, pour ne pas qu'il sache ce qui était écrit dans ces documents. Ces papiers étaient censés contenir les noms du nouveau bureau politique de Xi. Ils doivent avoir une sorte d'accord avant. Mais au final, cette réalité est complètement différente. Il était donc frustré et voulait voir le document. Mais la personne lui a pris la main, l'a repoussé. Voilà, Ai Weiwei qui raconte la scène, qui la relate. Emmanuel Véron, Ai Weiwei dit aussi que les dirigeants chinois sont devenus, je cite, impitoyables. Que traduit cette séquence selon vous ? Oui, bonsoir. Je crois que ce qui est intéressant de retenir sur cette séquence, finalement, d'il y a quelques jours, quelques heures, c'est l'assise quasi suprême de Xi Jinping, de son pouvoir et de sa capacité de répandre une forme de sidération au sein même du régime, en éliminant méthodiquement, systématiquement, chaque faction qui lui serait rivale ou opposée. Et évincer de la sorte Hu Jintao, comme ça a été procédé à Pékin, à la veille de la clôture du 20e congrès, on a ici quelque chose qui, en plus de la symbolique, renforce considérablement la dimension de sidération et du pouvoir de Xi Jinping sur les organes, sur le Parti communiste et plus largement sur l'ensemble de la Chine. Donc on a à la fois un volet symbolique très fort, mais aussi, si vous voulez, une dimension qui est amorcée avec les 10 dernières années de gouvernance de Xi Jinping, de neutralisation des différentes factions et de lutte intestine au sein du parti pour renforcer la patte de Xi Jinping sur le parti. Marie Holzmann, justement, les modérés ont été poussés vers la sortie, notamment l'actuel Premier ministre Li Keqiang, mais aussi Wang Yang. À l'inverse, les proches de Xi Jinping ont été promus. Ça veut dire quoi? Que l'objectif de ce congrès, c'était éliminer toute idée de succession, toute opposition interne. Aucun successeur n'est en vue désormais? Aucun successeur n'est en vue. C'est pour ça que les médias disent qu'il faut s'attendre à voir Xi Jinping au pouvoir jusqu'à sa mort. Et quelque part, c'est ce qu'il souhaite. Lui, il souhaite arriver à 2049, c'est-à-dire le moment où, en principe, on va célébrer, en fait, le 100e anniversaire, mais où il espère que Taïwan aura rejoint la Grande Chine. C'est ça, sa vision de l'avenir. Alors, on va reparler de Taïwan, mais d'où peut venir l'opposition alors aujourd'hui?
théoriquement, l'opposition ne peut venir de nulle part parce qu'il a réussi à tout bien cadrer. Plus personne ne peut s'opposer à lui et il domine tout. C'est-à-dire qu'il est le chef de toutes les commissions, chef des armées, chef du parti, chef de la République. Donc l'opposition est impossible. Et c'est ça qui est tragique. C'est que sous Hu Jintao, sous Jiang Zemin, il y avait quand même, sinon des factions, mais du moins une discussion et la possibilité d'émettre une opinion. Maintenant, on a l'impression que c'est Wang Huning qui est l'architecte du système Xi Jinping et qu'à eux deux, ils ont tout verrouillé. Ouais, la Chine est-elle un État totalitaire, Emmanuel Véron ? Oui, je crois qu'on peut le dire sans difficulté. On est passé d'une Chine qui était totalitaire sous Mao à quelque chose d'entre guillemets plus souple avec Deng Xiaoping. On revient avec la gouvernance de Xi Jinping, le mot gouvernance avec des guillemets, à quelque chose de totalitaire, d'un pouvoir total et qui doit et qui souhaite s'installer dans la durée. Et je vais tout à fait dans le sens de ce qu'évoquait Marie Holzmann à l'instant. Mais est-ce que la stratégie zéro Covid, ça relève de ce totalitarisme selon vous ? Et d'ailleurs, pour les 5 prochaines années, à quoi faut-il s'attendre pour la vie des Chinois au quotidien ? La politique zéro Covid est une contradiction, mais Xi Jinping n'est pas une contradiction près pour ce qu'il appelle la gouvernance de la Chine. On est sur un process qui va durer, manifestement sur les restrictions, sur quelque chose qui est extrêmement intrusif pour la population chinoise, y compris dans une logique de dislocation de ce que j'appelle la matrice chinoise du reste du monde, sur des sujets économiques, sur des sujets diplomatiques, et là-dedans, avec comme suprême leader qui se veut être légitime au sein du parti, Xi Jinping, entouré de son équipe qui aujourd'hui n'a plus de rival, n'a plus de rivaux, n'a plus de rivalité au sein du parti. Mais dans la rue, il y a des voix qui s'élèvent. On a vu un homme mettre une banderole justement pour dire son ras-le-bol de la stratégie zéro Covid, mais pas seulement. On a vu aussi des manifestations avec des gens bloqués chez eux, sans nourriture notamment. Est-ce qu'il peut y avoir un soulèvement populaire dans certaines villes de Chine ? Soulèvement, oui, manifestement, on peut avoir des soulèvements à n'importe quel moment, dans n'importe quel espace géographique de la Chine. La Chine, rappelons-le, est un pays qui est immense, une population qui est autour d'1,2, 1,3 milliard d'êtres humains. Donc, on a bien des individualités qui sont mécontentes et qui essaient de s'organiser. Ce qui est intéressant de voir, je crois, c'est l'incapacité à ce stade d'une coagulation du mécontentement. C'est-à-dire qu'on ait une articulation d'une région à l'autre qui puisse faire contre-pouvoir ou qui puisse organiser ce mécontentement. Pourquoi ? Parce que les instances de sécurité intérieure, si ce n'est d'espionnage de la population chinoise, n'ont jamais été aussi fortes, adossées à des technologies de pointe, des technologies intrusives, jusque dans le téléphone de chaque individu chinois, jusque dans son ordinateur, jusque sur les réseaux sociaux, pour très bien contrôler, pour véritablement de manière intrusive, contrôler le discours, les mots, le champ lexical, finalement l'idéologie de la société chinoise. Alors Marie Holzmann, on va passer au volet plus international, si je puis dire. Le Parti communiste a inclus pour la première fois le refus de l'indépendance de Taïwan dans sa charte. Xi Jinping a réaffirmé qu'il comptait réunifier Taïwan à la Chine par la force si nécessaire. On n'en est pas là. D'ailleurs, la Chine rappelle souvent que, y compris les États-Unis, ne reconnaissent pas l'indépendance de Taïwan et ce n'est pas d'actualité. Est-ce qu'il y a un risque d'envahissement de Taïwan ? Ah bah, le risque existe puisqu'on en parle tout le temps. Est-ce que ça veut dire que ça va se passer ou que ça va se passer dans un avenir proche ? Non, je ne pense pas. Les Taïwanais sont assez blasés sur la question parce que c'est depuis 1949. Il y a la guerre entre le Kuomintang et le Parti communiste chinois au début. Et puis après, bon, le Parti indépendantiste est venu au pouvoir, s'est affirmé un petit peu plus fort. Et en 2005, les Chinois ont créé une loi qui interdit le séparatisme. C'est-à-dire que si Taïwan déclare son indépendance totale, à ce moment-là, la Chine est autorisée à l'attaquer, ce qui est quand même invraisemblable. Vous vous donnez le droit de m'attaquer, donc vous pouvez m'attaquer. C'est cette logique-là. Est-ce que vous diriez que le conflit russo-ukrainien et l'invasion russe de l'Ukraine a changé la position de la Chine à l'échelle mondiale par rapport à la Russie, mais par rapport à ses voisins ? Demain, il y a notamment, par exemple, un forum, un sommet baptisé Forum du désert. L'Arabie saoudite n'a invité aucun responsable politique américain, 80 acteurs économiques chinois en revanche. Est-ce qu'il y a une redistribution des cartes favorables à la Chine de Xi Jinping ? Il y a une redistribution des cartes au niveau des dictatures. Je ne sais pas si c'est favorable à Xi Jinping ou à long terme. Mais on évoque souvent l'Ukraine quand on pense à l'attaque de Taïwan. Moi, je dirais plutôt Xi Jinping a écrasé Hong Kong.
il a totalement changé la donne à Hong Kong. En principe, c'était un pays, deux systèmes jusqu'en 1947 et il a pris des initiatives beaucoup plus tôt. Et je pense que là, il a regardé un peu la réaction de l'Occident. L'Occident n'a rien dit. Et c'est ça qui peut le renforcer dans sa certitude, plus que l'Ukraine. Ouais. Emmanuel Véron, on entend souvent dire tout et son contraire. La Chine voudrait devenir hégémonique, première puissance mondiale, notamment économique. Mais on a du mal à voir quel est le but. Puissance commerciale, seulement puissance commerciale et ne pas être un État, justement, qui veut s'étendre et qui veut être globalement le plus fort. L'objectif finalement du régime qui se confond avec le pouvoir de Xi Jinping aujourd'hui est assez simple, c'est être la première puissance au monde, tout paramètres confondus, militaire, économique, commercial, diplomatique, etc., de recentrer la Chine, en tout cas au centre de l'Asie, et le monde autour de l'Asie, d'avoir donc cette première puissance. Notamment l'Afrique. Bien évidemment, avoir des relations particulières avec l'Afrique. Quel est l'objectif? Et c'est exactement ce que vous évoquez avec l'Afrique. L'objectif d'être premier devant l'Occident, notamment les États-Unis, d'évincer l'Europe, d'évincer les États-Unis, et de construire un ordre international qui sorte de ce que l'on connaît depuis la Seconde Guerre mondiale, qui était dominé par l'Occident, par le système onusien, basé sur des valeurs universelles qui étaient, si je puis dire, barycentrées sur l'Occident. La Chine, le système communiste chinois est en train de construire un nouvel ordre international sans grande facilité puisque les puissances sont encore là, bien sûr, mais on va probablement vers des formes de confrontation beaucoup plus coercitives, beaucoup plus dures. Voilà l'objectif de la Chine, d'être le premier et d'évincer le système occidental. Donc à partir de là, une assise avec la Russie de Poutine, qui est en voie de désintégration, mais aussi et surtout avec les pays émergents et en développement. Alors j'aimerais qu'on aborde maintenant une question dont on parle rarement, Marie Holzmann. C'est une grande première en France. Il y a des associations soutenues par des élus français qui demandent ouvertement la fermeture et l'interdiction des instituts Confucius dans le pays. En France, c'est en fait l'équivalent chinois des alliances françaises. Je précise qu'elles sont désormais interdites en Belgique, aux États-Unis ou encore en Angleterre. La crainte, c'est quoi? C'est une propagande, un soft power qui vire à la propagande, voire à l'espionnage? Il existe en Chine un organisme qui s'appelle le Front Uni. Et le Front Uni, il a des visions très très larges. C'est-à-dire qu'il va dans les différents pays, il fait des amis, il fait des liens, etc. Et donc ça favorise une espèce de réseau de solidarité ou de sympathie vis-à-vis de la Chine. Et c'est ça qui permet notamment disons, l'évasion des informations de haute technologie et tout. Mais ce n'est pas une influence culturelle, là, ça se fait dans la discrétion. Mais qu'est-ce qu'on y fait dans ces instituts? À l'intérieur des instituts Confucius, on fait des cours de langue, des cours de calligraphie, éventuellement des cours de cuisine, des cours d'histoire de Chine, etc. Mais là où il y a un institut Confucius, il y a rarement des études sur, par exemple, le Tibet, la situation au Xinjiang. Il n'y aura pas une dissertation ou une maîtrise sur Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix, mort en prison. C'est tous ces sujets-là qui deviennent plus ou moins tabous à cause de la présence de l'Institut Confucius. Donc moi, je suis pour l'interdiction des instituts Confucius en France parce que, oui, ce sont des poches de présence, disons, de lobbying, mais de lobbying sur des valeurs qui sont hostiles aux valeurs de l'Occident. Une dernière question pour vous, peut-être, Emmanuel Véron. Il nous reste une toute petite minute. Vous avez un mot à dire à ce sujet? Je pose la question parce que, la semaine dernière, il y a eu ces images aussi au consulat chinois de Manchester avec des scènes de violence exercées par le personnel diplomatique du consulat, même si la Chine rejette les accusations. Oui, juste un mot très rapide et très simple fondamentalement. On a pu exercer la fameuse diplomatie, avec des guillemets, des loups combattants pendant la période de pandémie, de Covid et de confinement en Europe occidentale, mais aussi dans des pays d'Asie centrale, aux États-Unis, au Canada, etc. Quand on regarde la composition du comité permanent de bureau politique autour de Xi Jinping, donc des 6 personnes, des 6 hommes, on voit que Wang Runing, son idéologue, son cerveau, si je puis dire, a été nommé le grand patron de ce que Marie Holzmann évoquait, le Front Uni, qui est une sorte d'agence d'influence, à la fois de renseignement, mais aussi d'influence/ingérence. Quand on a ce type de nomination, on peut s'attendre dans les prochains mois et les prochaines semaines, de manière importante, dense, régulière, à de la coercition, en tout cas à une amplification de la guerre cognitive de la Chine en direction de l'Occident et des valeurs qui lui sont défavorables, au sens défavorable pour le régime. Merci. Merci beaucoup Emmanuel Véron pour votre éclairage. Merci également à vous, Marie Holzmann, pour votre éclairage ce soir sur TV5 Monde.